Des milliers de délégués se sont déplacés de tous les départements du pays pour participer à la naissance du parti Union progressiste. Ce congrès constitutif visait entre autres à consacrer les statuts et le règlement intérieur du parti. Chers congressistes, nos défis sont donc très grands. Nous avons osé dire publiquement que notre système partisan est malade. Nous en avons dénoncé les insuffisances et les tares. Et pendant des années, nous n'avons fait que déplorer la situation sans rien entreprendre. Mais à présent, nous avons décidé de passer à l'action, d'agir, de prendre nos responsabilités. Pour les cadres du parti naissant, la forte mobilisation observée témoigne de l'engagement de leurs militants à accompagner la réforme du système partisan. À travers l'érection de ce parti, c'est la réforme portée par le président Patrice Talon et soutenue par le bloc de la majorité à l'Assemblée nationale qui prend corps. À l'issue de son congrès constitutif, le parti s'est doté d'un comité transitoire composé d'un bureau politique et d'une direction exécutive. Signalons qu'aucun parti d'opposition n'était à cette sortie. Organisée depuis 12 ans par le collectif TOFA, la consultation héritée des traditions ancestrales prédit richesse et bonheur en 2019, selon les interprétations du prêtre Fa David Kofi Azar. La prédiction découle du signe Woli au fond, le signe géomantique qui gouvernera 2019. Ce qu'on peut retenir en général, c'est un message d'espoir et d'espérance, parce que le signe principal que nous avons eu, c'est Woli au fond, qui dit à Rochemonoyon Djidjibé, c'est-à-dire que au début, on va sentir une certaine difficulté, mais bientôt, chacun va sourire. Et d'ailleurs, c'est que bientôt, nous allons tous sourire, mais poursuit en disant, et la femme c'est-à-dire c'est le roi lion, cet homme qui a cherché la misère et tu en as eu suffisamment. Et il faudrait que le roi se débarrasse des difficultés que lui-même il s'est créé. Donc en un mot, c'est un message à l'endroit directement du président de la République qui s'est créé lui-même des difficultés. Il faudrait qu'il se débarrasse de ces difficultés-là pour pouvoir avoir la possibilité et une marge de manœuvre pour pouvoir mieux diriger les affaires de la nation. La prospérité dépendra beaucoup de l'énergie océanique, généralement communément que nous appelons Mami ou Aoyo. Et il y a des rituels dans ce sens-là que nous devons faire pour bénéficier de leur bonne grâce. Mais les activités portuaires seront au cœur de très grandes polémiques au cours de l'année 2019. C'est pour ça que tout en contentant l'océan, nous devons implorer sa grâce sur les activités maritimes que nous avons au niveau du pays pour que ces activités ne tombent. La consultation est positive, le pays va mieux se porter en 2019, le FA l'a certifié. Il importe de mentionner que peu de Béninois s'attendaient à une telle prédiction. En effet, le TOFA 2018, qui était à peu près à l'image des éditions antérieures, s'est montré peu favorable pour le pays. Les dites prédictions faisaient état de ce que la nouvelle année de 2018 serait porteuse de divisions et de calamités diverses. Après avoir une fois encore fait descendre ses militants dans la rue à travers le pays samedi dernier, la principale coalition de l'opposition togolaise a appelé à une journée Togo mort ce mardi, jour de l'ouverture de la campagne des législatives du 20 décembre. Cette journée Togo mort vise à demander l'arrêt du processus électoral auquel elle refuse de participer, qualifiant ces élections de frauduleuses. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités déjà menées par cette institution. Samedi, des manifestations massives de partisans de ce regroupement de 14 partis politiques d'opposition ont eu lieu pour la 3e fois en l'espace de 15 jours à Lomé et dans d'autres villes du Togo. Dans une interview accordée à des médias locaux dimanche, le ministre togolais de la fonction publique a affirmé que les législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre. Selon Gilbert Bawara, l'État a déjà pris toutes les dispositions et mettra tout en œuvre pour sécuriser le processus électoral, garantir son bon déroulement et son aboutissement.
Arrivé à Alger dans la soirée de dimanche, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a quitté lundi la capitale algérienne. Le président Abdelaziz Bouteflika, souffrant, n'a pu le recevoir lundi, contrairement à ce qui était prévu. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État algérien était alité du fait d'une grippe aiguë. Le prince héritier saoudien a été cependant reçu lundi matin par le premier ministre algérien Ahmed Ouyaya. Durant cette visite, il a notamment été mis sur pied un haut conseil algéro-saoudien de coordination coprésidé par les deux hommes destiné à renforcer notamment la coopération en matière politique et sécuritaire dans la lutte antiterroriste et contre l'extrémisme et dans divers domaines économiques et commerciaux. La visite de Mohamed Ben Salman a fait l'objet en Algérie de critiques d'intellectuels, de journalistes d'oulémas et de partis d'opposition qui ont rappelé que le prince est soupçonné d'avoir organisé le crime abominable de Jamal Khashoggi. Riyad a reconnu que le journaliste saoudien avait été tué le 2 octobre à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul. Elle dément toutefois l'implication du prince Mohamed. Précisons que cette visite s'est déroulée à l'écart des projecteurs et de la presse. Selon le dernier bilan du ministère congolais de la Santé, au total, 260 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique Ebola en 4 mois dans l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, on a également pu enregistrer 140 personnes guéries. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er août dernier, le cumul des cas est de 444, dont 396 confirmés et 48 probables. Le ministère de la Santé note par ailleurs que 72 cas suspects sont actuellement en cours d'investigation. La République démocratique du Congo est touchée par une épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, région orientale du pays en proie à l'insécurité en raison de la présence de plusieurs groupes armés, nationaux et étrangers. Vendredi, le ministre congolais de la Santé, le Dr Oli Ilunga Kalenga, avait affirmé que la 10e épidémie en République démocratique du Congo est la plus grave au monde après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014. L'épidémie de 2014, on se souvient, avait touché plus de 25 000 personnes et tué plus de 11 000 patients, principalement en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. La République démocratique du Congo a été touchée à 9 reprises par l'épidémie d'Ebola depuis l'apparition de la maladie sur son sol en 1976. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à l'extradition de François Compaoré, à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un décret gouvernemental. Le frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré est épinglé dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, survenu en 1998. Une nouvelle articulation qui survient plus d'1 an après l'arrestation à Paris de François Compaoré. Pour mémoire, alors qu'il enquêtait à l'époque sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, Norbert Zongo et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts, calcinés dans leur véhicule le 13 décembre 1998 à Sapoui, dans le sud du Burkina Faso. François Compaoré s'est enfui au Burkina Faso lors de l'insurrection populaire en 2014. Il s'était alors réfugié en Côte d'Ivoire et avait obtenu la nationalité ivoirienne. Il a été arrêté dans un aéroport parisien en octobre 2017 sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017 par les autorités de Ouagadougou. En décembre 2015, 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés dans l'enquête sur la mort de Zongo et de ses compagnons. Initialement prévue en juin, la décision sur l'extradition avait dû être reportée dans l'attente de la transmission de nouvelles pièces. La Cour avait réclamé au Burkina Faso des éléments matériels précis. La direction de la police judiciaire, à travers la brigade de recherche et d'investigation, a fini par mettre la main sur 2 groupes de malfrats. Le premier groupe est composé de 4 individus et le second est composé de 2 personnes. Concernant le premier groupe, retenez que
Le 26 septembre 2018, le réseau a été mis en place. Ils ont fait une première opération juste à côté de Rimbo aux environs de 22 h. Ils ont arrêté un taximan pour qu'il puisse les acheminer au niveau du quartier Sonissi. Chemin faisant, le premier malfrat qui est assis juste à côté du taximan l'avait poignardé au niveau du cou avec une barre de fer pointu. Et le second malfrat qui est juste derrière le taximan l'avait étranglé avec un fil. Malheureusement, le taximan a succombé à ses blessures. Concernant le deuxième groupe, il est composé de 2 individus. Le premier en question s'est introduit dans un domicile au niveau du quartier Bassoura. Donc le chef de famille s'est réveillé. Donc au cours d'une bagarre, le malfrat a fini par poignarder ce chef de famille qui aussi a succombé à sa blessure. Nous profitons de vos micros pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population nigérienne de faire preuve de beaucoup plus de vigilance, et nous demandons aussi la collaboration de cette dernière pour que nous puissions mener à bien notre mission qui est celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Largement considéré comme la bête noire du régime de Luanda, le journaliste angolais Rafael Marques a été reçu ce mercredi pour la première fois au palais présidentiel, où il s'est entretenu avec le chef de l'État, João Lourenço. Poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays, Rafael Marques devait faire partie ce mardi d'une délégation de représentants de la société civile invitée. Mais au dernier moment, un raté semble-t-il protocolaire lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel. Pour couper court aux critiques, João Lourenço a donc offert ce mercredi au célèbre journaliste d'investigation un tête-à-tête de rattrapage. L'opposant en est ressorti en saluant le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. C'est un grand changement par rapport au gouvernement précédent, mais nous savons tous que la situation économique n'est pas bonne et que les citoyens en souffrent. Alors, quelle solution peut-on trouver pour rapidement changer cela? Pas seulement dans les institutions, mais aussi parmi les citoyens. Il faut trouver des solutions pour que la corruption arrête d'être ce cancer qui ronge notre société et pille nos ressources qui devraient être utilisées pour l'éducation et la santé. Que la société puisse contribuer de manière efficace pour que nous vivions selon des règles, de façon morale et intègre. Et nous attendons également du gouvernement qu'il améliore l'économie pour créer des emplois qui permettront au peuple de gagner de quoi subvenir à ses besoins. Durant 45 minutes d'entrevue, il a été essentiellement question de la corruption. Rafael Marques a également affirmé avoir appelé au président les souffrances de la population.